Je m'appelle Elena Ward, et j'avais 36 ans le jour où ma propre famille m'a installé à la table des enfants, lors du mariage de ma sœur cadette. Pas par manque de place, non, il y avait de la place. J'avais bien vu la chaise vide à côté de mon père, avec un joli carton couleur crème posé soigneusement sur l'assiette. C'était mon nom qui y avait été écrit en premier. On distinguait encore les légères marques de pression sous le nouveau nom, car ma tante avait utilisé un stylo épais et appuyé un peu trop fort. Puis, quelque temps avant le dîner, quelqu'un m'avait rayé. Le nouveau carton indiquait « assistante infirmière ». Je me souviens d'être resté debout, dans ma robe bleu marine, ma petite pochette argentée à la main, fixant ces quelques mots pendant que le quatuor à cordes jouait une mélodie douce près des fenêtres. La salle de réception sentait les roses blanches et les bougies au citron. Tout le monde souriait de cette manière polie qu'on adopte quand on veut que les photos aient l'air chic. Ma sœur Claire a remarqué que je regardais le carton. Elle s'est approchée, juste assez près pour que je sois la seule à l'entendre. « S'il te plaît, ne fais pas une histoire de ça ce soir », m'a-t-elle dit. « Tu sais comment maman devient quand les choses ont l'air déséquilibrées. » J'ai regardé vers la table ronde, au fond de la salle, où 3 adolescents, 2 demoiselles d'honneur miniature et l'assistante du photographe étaient déjà assis. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris le carton, je l'ai plié une fois, et je l'ai glissé dans ma pochette. Ce petit bout de papier est devenu la toute première preuve que j'ai conservée. Et si vous avez déjà connu cette gêne silencieuse d'être méprisé par des gens qui s'attendaient à ce que vous souriez quand même, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pleuré, ce soir-là. Je me suis simplement assise, j'ai posé ma serviette sur mes genoux, et j'ai regardé ma famille célébrer une vie qu'ils jugeaient meilleure que la mienne. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le lendemain matin, à 9 heures précises, l'entreprise du tout nouveau mari de Claire allait se retrouver assise face à moi dans une salle de réunion. Et pour la première fois depuis des années, ma famille allait enfin découvrir ce que je faisais réellement dans la vie. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille avait traité mon métier comme une sorte de loisir vague et flou. J'étais avocate en conformité réglementaire pour une société d'investissement privé, à Chicago. Ça sonne plus froid que ça ne l'est en réalité. L'essentiel de mon travail consistait à lire ce que les autres refusaient de lire, contrats, déclarations, signatures, société écran, déclarations fiscales, transferts suspects, compte rendu de conseil d'administration, plaintes d'employés, pièces jointes manquantes. Je passais mes journées à repérer ce que tout le monde voulait, justement, balayer du regard sans s'y attarder. J'étais doué pour ça. D'une manière discrète. Pas le genre de talent qui fait applaudir les proches le jour de Thanksgiving. Pas le genre qui porte une blouse blanche, ou qui monte sur une estrade, ou qui occupe un bureau d'angle aux murs vitrés. Mon travail se déroulait dans des salles de réunion au café infect, au milieu de dossiers qui sentaient encore l'imprimante chaude. Mes victoires restaient généralement invisibles, parce que le meilleur résultat possible, en conformité réglementaire, c'est d'empêcher le désastre avant qu'il ne devienne un titre de journal. Mais ma famille, elle, aimait ce qui se voyait. Mon père, Martin Ward, avait bâti une chaîne de magasins de meubles de luxe à travers l'Illinois et le Wisconsin. Il aimait les poignées de main, les inaugurations en grande pompe, les plaques gravées sur les murs, et les hommes qui portaient des montreurs de prix. Ma mère, elle, aimait les mariages, les déjeuners de charité, et cette phrase qu'elle répétait souvent, « On est si fiers de nos 2 filles », même quand, dans le fond, elle n'en pensait qu'une seule. Claire était la fille qu'il comprenait. Brillante, jolie, sociable, facile à présenter aux autres. Elle travaillait dans les partenariats de marque, ce qui permettait à ma mère de dire qu'elle travaillait dans le marketing de luxe, et de regarder les gens hocher la tête, impressionnée. Claire savait comment entrer dans une pièce. Elle avait le bon rire, la bonne posture, la bonne manière de toucher le bras de quelqu'un en pleine conversation. Moi, je n'étais pas froide, mais j'étais prudente. Et les femmes prudentes sont souvent confondues avec des femmes difficiles. À 29 ans, j'avais repéré une erreur comptable sérieuse dans l'un des accords fournisseurs de mon père. Je la lui avais montrée en privé, à la table de la cuisine. Il avait parcouru les pages, soupiré, puis lâché, « Elena, tu as toujours le don de rendre une chose simple désagréable. » Cette erreur lui avait finalement coûté près de 80 000 $. Personne n'en a plus jamais reparlé. À 32 ans, j'avais prévenu Claire de ne pas signer un contrat de gestion avec une agence boutique qui avait dissimulé une clause de renouvellement automatique tout en bas du document. Elle avait levé les yeux au ciel et m'avait dit que tout n'était pas une affaire de tribunal. 6 mois plus tard, elle payait un avocat pour s'en sortir. Et pourtant, lors des dîners de famille, c'était toujours moi la prudente, la tendue,
celle qui devait apprendre à se détendre un peu. Quand Claire s'est fiancée à Adrian Bell, la famille avait déjà décidé qu'il était parfait. Adrian était beau, d'une beauté nette et lisse. Cheveux bruns, voix posée, et ce genre d'assurance que les gens croient sur parole avant même de vérifier si elle est méritée. Il dirigeait Bellstone Development, une société d'investissement immobilier en pleine croissance, qui rachetait de vieux immeubles commerciaux pour les transformer en bureau design. Du moins, c'était la version imprimée dans le faire-part de fiançailles. Mon père l'avait adoré immédiatement. Enfin, un autre homme d'affaires à table. Un autre homme capable de parler de croissance, d'effet de levier, de confiance des investisseurs, et de timing de marché, autour d'un steak. Le premier soir où Adrian était venu au dîner du dimanche, mon père lui avait servi un verre de bourbon, la bouteille qu'il réservait habituellement aux invités importants. Quand j'ai posé à Adrian une question toute simple sur la manière dont Bellstone structurait ses déclarations aux investisseurs, la table s'est tue d'un coup. Adrian m'a souri comme si je venais de dire quelque chose de déplacé. « On a des gens pour ça », avait-il répondu. Claire avait ri doucement en touchant son poignet. Helena lit les étiquettes de mise en garde pour le plaisir. Tout le monde avait ri. J'ai souri aussi, parce que c'était plus simple que d'expliquer que j'avais déjà croisé des hommes comme Adrian. Des hommes qui qualifient les questions basiques des « énergies négatives ». Des hommes qui sourient le plus largement quand la trace écrite est la plus mince. Je ne le détestais pas. Je le remarquais, simplement. Il y a une différence. Pendant l'année qui a suivi, l'organisation du mariage a transformé ma famille en une petite entreprise sans service des ressources humaines. Ma mère dessinait des plans de table comme s'il s'agissait de cartes militaires. Claire organisait des réunions entières sur les teintes des serviettes. Mon père proposait de tout payer ou presque, parce qu'il aimait répéter « Ma fille aura le mariage qu'elle mérite ». J'aidais quand on me le demandait. J'ai relu le contrat de l'hôtel, et j'ai repéré une clause de pénalité d'annulation qui leur aurait coûté $22 000 si la cérémonie en extérieur devait être déplacée à l'intérieur à cause de la météo. Personne ne m'a remercié directement. Ma mère a juste dit, heureusement qu'Helena est aussi pointilleuse. J'ai relu le contrat du photographe. J'ai découvert que le couple ne posséderait pas les images brutes, et que le photographe pourrait utiliser des portraits de famille privés à des fins commerciales. Claire a d'abord eu l'air agacée, puis m'a discrètement demandé de réécrire la clause. Je l'ai fait. La semaine suivante, au brunch, elle racontait à ses amis, l'organisation a été folle. J'ai dû tout gérer toute seule. J'étais assise juste à côté d'elle. J'ai bu une gorgée de café, et je n'ai rien dit. C'était toujours pareil. Il se servait de ma stabilité, puis m'en voulait d'être stable. Il voulait profiter de mon attention sans avoir à la respecter en retour. 2 semaines avant le mariage, mon père m'a convoqué dans son bureau, à Ward Home Gallery. Son bureau sentait toujours la même chose que dans mon enfance, fauteuil en cuir, café noir, et cire de cèdre. Il m'a annoncé qu'Adrian l'avait invité à participer à une opportunité d'investissement privé. Bellstone était en train de racheter un ancien quartier industriel près de Milwaukee, et Adrian laissait la famille y participer avant l'arrivée des plus gros investisseurs. Les yeux de mon père brillaient en me racontant ça. Il avait déjà décidé que c'était un signe de confiance. Combien, ai-je demandé. Il s'est calé dans son fauteuil. 2 millions. Je n'ai pas réagi bruyamment. J'ai demandé à voir les documents. Il a froncé les sourcils. Helena. Papa, je ne dis pas non. Je dis, laisse-moi lire. Il a tapoté son stylo contre le bureau. Adrian est sur le point de devenir un membre de la famille. Je ne veux pas l'insulter en le traitant comme un suspect. Ce n'est pas ce qu'est la diligence raisonnable. Il avait l'air fatigué, à ce moment-là. Pas vieux exactement, juste fatigué que je sois moi-même. Tu sais, a-t-il dit, parfois je pense que tu aimes trouver des problèmes. Cette phrase a atterri en silence. Je me souviens d'avoir regardé la photo encadrée sur son bureau. C'était celle de la remise de diplôme de Claire à l'université. Mes parents se tenaient de chaque côté d'elle, tous les trois souriants. C'était moi qui avais pris cette photo. Je n'aime pas les problèmes, ai-je dit. Je pense juste que les ignorer ne rend personne plus loyal. Il a balayé l'air d'un geste de la main. Envoie-moi ta petite liste de vérification si tu veux, mais ne rends pas les choses pesantes avant le mariage. Alors j'ai demandé les documents. Adrian n'a envoyé que la brochure d'investisseur, brillante et soignée, aucun accord d'exploitation, aucun état financier audité,
aucun rapport de titre de propriété, aucune évaluation environnementale, aucun échéancier de dette, aucune liste des privilèges existants. Juste de belles illustrations, des projections de rendement, et des photos de murs en briques apparentes avec de la lumière filtrant à travers des fenêtres brisées. J'ai répondu poliment par email, en demandant les pièces manquantes. Il n'a jamais répondu. À la place, c'est Claire qui m'a appelé. Sa voix était basse et tranchante. « Elena, pourquoi tu interroges mon fiancé ?» J'ai demandé des documents standards. « Tu lui as donné l'impression que tu ne lui fais pas confiance. » « Je ne fais pas confiance à des papiers que je n'ai pas vus. » Elle a soufflé, exaspérée. « C'est exactement pour ça que maman ne voulait pas que tu sois impliqué. » Ce soir-là, assise à mon bureau, je regardais le reflet sombre de mon appartement dans la fenêtre. J'avais un petit logement à Lincoln Park, rien d'impressionnant pour ma famille, mais c'était calme, payé, et c'était à moi. Une tasse de thé à la menthe trônait à côté de mon ordinateur portable. La ville bougeait, en bas, en petites lignes de lumière. J'aurais pu m'arrêter là. J'avais envie de m'arrêter là. Mais le lendemain matin, mon assistant m'a transféré une vérification de conflit d'intérêts liés au travail. Bellstone Développement venait d'apparaître dans notre système, parce qu'une de nos sociétés en portefeuille avait envisagé de louer des bureaux chez eux. J'ai ouvert le dossier. Puis je suis resté parfaitement immobile. Bellstone avait été signalé 8 mois plus tôt pour des déclarations de propriété incohérentes. Une LLC désignait Adrian comme membre dirigeant. Une autre désignait son ancien colocataire de fac. Une troisième désignait une femme portant le même nom de famille que sa mère. Il y avait des transferts entre entités, sans aucune justification commerciale claire. Rien de définitivement criminel mais largement assez pour faire ralentir n'importe quelle personne prudente. J'ai imprimé le dossier. Pas parce que je prévoyais de le démasquer, mais parce que j'avais appris, après des années passées dans cette famille, que les souvenirs sont faciles à nier. Le papier, lui, est beaucoup plus difficile à effacer. J'ai rappelé mon père et je lui ai dit de ne pas virer l'argent tant que les documents n'auraient pas été examinés. Il est devenu froid. « Elena, ce n'est pas ta décision. » « Je sais. » « Alors arrête de te comporter comme si tu étais la seule adulte dans cette pièce. » Ce fut la dernière vraie conversation que nous avons eue avant le mariage. Le jour du mariage, je suis arrivé tôt parce que ma mère m'avait demandé d'apporter la trousse d'urgence, épingles de sûreté, détachants, rubans adhésifs transparents, antidouleurs, mouchoirs, 2 paires de boucles d'oreilles de secours, et les vœux que Claire avait oubliés chez moi après m'avoir demandé de les imprimer. J'ai porté le tout dans un sac en toile, pendant que les demoiselles d'honneur portaient, elles, des coupes de champagne. Ma mère m'a détaillé de haut en bas en me voyant entrer dans la suite nuptiale. « Tu portes du bleu marine. » C'est ce que Claire a validé. Elle a pincé les lèvres. Ça fait un peu sérieux, en photo. Claire se tenait près de la fenêtre, dans son peignoir en soie, magnifique et nerveuse. L'espace d'une seconde, elle redevenait ma petite sœur. La fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages. La fille que j'aidais à faire ses devoirs quand maman était trop occupée et papa en déplacement. Je me suis adouci. « Tu es magnifique, lui ai-je dit. » Son regard a croisé le mien dans le miroir. « Merci », a-t-elle répondu. Puis une demoiselle d'honneur a demandé où étaient les épingles à perles, et le moment s'est dissipé. La cérémonie a été parfaite, comme savent l'être les choses chères. Fleurs blanches, lumière chaleureuse, musique de cordes, Adrian au bord des larmes pile au bon moment. Mon père a conduit Claire jusqu'à l'hôtel avec le visage grave d'un homme qui offre un trésor. J'étais assise au 2e rang, derrière une tante qui n'arrêtait pas de se pencher dans l'allée pour prendre des photos. Après la cérémonie, pendant le cocktail, l'associé d'Adrian, Lucas Grant, s'est approché de moi près du bar. Je l'avais déjà croisé une fois. Mâchoire carrée, regard fuyant, et cette habitude de balayer la pièce du regard en parlant. « Vous êtes Elena, c'est ça ? » « Oui. » La sœur avocate, en conformité réglementaire, c'est bien ça ? Il a souri, mais ça ne montait pas jusqu'à ses yeux. Adrian m'a dit que vous examiniez les papiers de la famille. Le mot « famille » avait été placé avec un soin particulier. J'ai posé quelques questions, ai-je dit. Ce serait sans doute mieux de séparer les affaires de ce week-end. Il a levé son verre, légèrement. Pour le bien de Claire. C'est à ce moment précis que j'ai compris, mon inquiétude avait été discutée comme une menace, pas comme une sœur essayant de protéger son père. Un problème à gérer.
Au dîner, j'ai trouvé le carton « assistante prestataire ». Mon père ne m'a pas regardé quand je me suis assise à la table du fond. Ma mère m'a aperçu depuis l'autre bout de la salle et a haussé les épaules, impuissante, comme si le plan de table avait été dicté par le climat. Pendant les discours, mon père a fait l'éloge de l'ambition d'Adriane. Ma mère a dit que Claire avait toujours su choisir avec goût. Adriane s'est levée pour remercier mes parents pour leur confiance, leur générosité, et leur foi en sa vision. Puis il a regardé vers le fond de la salle. Et à ceux qui s'inquiètent trop, a-t-il dit avec un sourire charmeur, je promets que je prendrai bien soin d'elle. Quelques rires ont fusé. Claire a souri, les yeux baissés sur son assiette. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux. Le carton plié, au fond de ma pochette, appuyé contre ma paume comme une petite pierre plate. Le lendemain matin, à 7h42, mon père a viré 2 millions de dollars vers un compte séquestre mentionné dans la brochure de Bellstone. À 8h13, il m'a transféré la confirmation, accompagnée d'une seule phrase, « S'il te plaît, laisse tomber maintenant ». Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai retourné mon téléphone, écran contre la table. À 9h, je suis entré dans la salle de réunion 14, au bureau de mon cabinet. Je n'étais pas là en tant que sœur de Claire. J'étais là parce qu'on avait demandé à notre cabinet d'examiner une acquisition potentielle, liée à un lot de biens immobiliers en difficulté, rattaché au projet de Bellstone à Milwaukee. Adriane est arrivée avec 6 minutes de retard. Lucas l'accompagnait. Il y avait aussi 4 avocats externes, un banquier, et ma directrice associée, Denise Roland. Adriane m'a vu et s'est figée. Pendant une seconde, son visage a laissé transparaître quelque chose d'honnête, pas vraiment de la peur, plutôt du calcul. Puis il a souri. « Helena » a-t-il dit. « Le petit monde. » Denise l'a regardé, puis m'a regardé. « Vous vous connaissez, tous les deux ?» J'ai posé mon carnet sur la table. « Il a épousé ma sœur hier, » ai-je dit, calmement. La salle s'est tue. Denise a cligné des yeux une fois. « On a un conflit d'intérêts ?»« Non, » ai-je répondu. « Je ne le représente pas. J'évalue le risque pour notre client. J'ai signalé le lien familial par écrit la semaine dernière. » Denise a hoché la tête. « Bien. » Adriane s'est assis, lentement. La réunion a commencé. Pendant les 20 premières minutes, ses avocats ont présenté le même discours bien rodé, redéveloppement stratégique, fort potentiel pour la communauté, confiance précoce des investisseurs, titre de propriété propre en attente de transfert final. J'écoutais. Puis Denise s'est tournée vers moi. « Helena, exposez-nous vos préoccupations. » J'ai ouvert mon dossier, sans effet dramatique, juste avec méthode. « Il y en a plusieurs, » ai-je dit. D'abord, les instructions de séquestre fournies aux investisseurs privés ne correspondent pas au compte séquestre mentionné dans les documents d'acquisition. Ensuite, 3 entités de propriété liées à ce projet présentent une gestion qui se chevauche, avec des déclarations incohérentes. Troisièmement, 2 parcelles du lot semblent avoir des avis environnementaux non résolus. Et quatrièmement, un investissement familial privé a été viré ce matin même vers ce projet, et d'après les documents que j'ai pu consulter, cet investisseur n'a peut-être pas reçu l'intégralité des informations sur les risques encourus. L'avocat d'Adriane s'est agité sur sa chaise. Adriane me regardait comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, me faire taire. Je ne me suis pas arrêté. J'ai fait circuler des copies autour de la table. Voici des dépôts publics. Voici des relevés de transfert. Voici les demandes de divulgation restées sans réponse, que j'ai envoyées il y a 3 semaines. Et voici la confirmation du virement que mon père m'a envoyé ce matin. Lucas a pris la parole en premier. Ça n'a rien à voir avec cette transaction. Si, justement, si des fonds sont utilisés pour démontrer la confiance des investisseurs pendant que des risques importants sont dissimulés, ai-je dit. Denise s'est penchée en avant. Sa voix avait changé. Quiconque a déjà travaillé dans des réunions sérieuses reconnaît ce ton-là, calme, précis, dangereux. Monsieur Bell, avez-vous accepté 2 millions de dollars de la part de Martin Ward, ce matin? Adriane a esquissé un sourire léger. Martin fait partie de la famille. Ce n'était pas ma question. Son sourire s'est affaissé. L'un de ses avocats a demandé une pause. Denise a refusé. Le banquier a réclamé des éclaircissements sur le compte séquestre. Lucas a dit qu'il devait vérifier avec la comptabilité.
J'ai posé un autre document sur la table en précisant que la comptabilité avait déjà été mise en copie des instructions révisées, 3 jours plus tôt. La salle a basculé, à ce moment-là. Pas d'explosion. Les gens comme Adrian perdent rarement le contrôle d'un coup. Ils rajustent leurs boutons de manchette. Ils boivent de l'eau. Ils disent des phrases comme « il semble y avoir un malentendu », tout en cherchant la sortie à l'intérieur de leur propre histoire. Mais les faits, eux, restaient là où ils étaient. Nets, précis, immuables. À 10h18, Denise a suspendu la participation de notre client, en attendant les résultats de l'enquête. À 10h31, le banquier a gelé l'examen de la ligne de crédit. À 10h46, l'avocat externe d'Adrian a demandé que personne ne contacte les investisseurs privés tant qu'un examen interne ne serait pas achevé. À 11h05, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis Claire a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. À 11h22, ma mère m'a écrit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adrian dit que tu l'as humilié devant tout le monde. J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai tapé une seule phrase, demande-lui pourquoi le compte séquestre a changé. Elle n'a jamais répondu. Cet après-midi-là, je suis rentré plus tôt que prévu. Pas parce que j'étais ébranlé même si, peut-être, je l'étais un peu. J'ai retiré ma robe bleu marine du mariage, je l'ai accrochée derrière la porte de ma chambre, et je me suis assise au bord de mon lit, en silence. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Papa. Claire. Maman. Papa. Et Adrian. Sa voix était douce, presque gentille. Léléna, je pense que tu as mal compris certaines choses. On est de la même famille, maintenant. Tu ne voudrais quand même pas être responsable d'avoir abîmé le mariage de Claire dès le premier jour. J'ai gardé le message vocal. Puis je me suis fait du thé. Ce soir-là, vers 20h, mon père est venu chez moi. Il n'était jamais passé sans appeler avant. Quand j'ai ouvert la porte, il paraissait plus vieux que la veille, au mariage. Sa cravate était desserrée. Son visage avait cette teinte grise et hébétée d'un homme dont la fierté venait de se transformer en facture qu'il n'avait plus les moyens de payer. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. Il s'est tenu debout dans mon salon, regardant autour de lui comme s'il découvrait ma vie pour la première fois. Les étagères de livres, le bureau bien rangé, le certificat encadré du barreau de l'État, la petite photo de ma grand-mère près de la lampe, la preuve silencieuse que j'avais construit toute une existence sans avoir besoin qu'il l'admire. Il tenait la confirmation du virement dans sa main. « L'argent est perdu ?» a-t-il demandé. « Pas encore », ai-je dit, « mais il te faut un avocat immédiatement. Un avocat indépendant. Pas les gens d'Adrian. » Il a hoché lentement la tête. Pendant un long moment, aucun de nous deux n'a parlé. Puis il a dit « J'aurais dû t'écouter. » Ça aurait été facile de dire que cette phrase a tout réparé. Ce ne fut pas le cas. Certaines blessures ne se referment pas seulement parce que la personne qui les a causées finit par voir le sang. Je suis allé à mon bureau, j'ai pris un dossier et je le lui ai tendu. Voici ce qu'il faut envoyer à ton avocat. Voici les emails que j'ai envoyés. Voici les demandes restées sans réponse. Voici la recherche dans les registres publics. Voici le message vocal qu'Adrian m'a laissé. Il a baissé les yeux vers le dossier. Tu avais déjà tout ça de près? Oui. Parce que tu savais. Non, ai-je dit. Parce que j'ai vérifié. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a pas pleuré. Mon père n'était pas homme à s'excuser facilement. Il avait bâti une trop grande partie de sa vie autour de la certitude. Je les ai laissés te mettre à cette table, au fond, a-t-il dit. Je n'ai rien répondu. Il a dégluti. J'ai vu le carton. Ça m'a fait plus mal que je ne m'y attendais, parce que jusque-là, une petite partie de moi avait voulu croire qu'il ne l'avait peut-être pas remarqué. Je l'ai regardé et lui ai demandé, tout doucement, pourquoi tu n'as rien dit? Il s'est assis sur mon canapé comme si ses jambes avaient cédé sous lui. Ta mère a dit que Claire était déjà bouleversée. Elle a dit que toi, tu comprendrais. Voilà. La phrase familiale qui me suivait depuis des années. Elena comprendra. Elena s'adaptera. Elena réparera les choses. Elena absorbera la partie gênante pour que tout le monde d'autre reste beau sur la photo. Je me suis assise face à lui. Oui, j'ai compris, ai-je dit. C'était bien ça, le problème.
Les 2 semaines suivantes ont été laides, d'une laideur silencieuse et coûteuse. Adrian a d'abord essayé de présenter le problème du compte séquestre comme une simple erreur administrative. Puis les avis environnementaux comme des documents obsolètes. Puis les incohérences de propriété comme une structuration tout à fait normale. Mais chaque explication soulevait une nouvelle question, et chaque question exigeait un nouveau document qu'il refusait de fournir. L'avocat de mon père a exigé le remboursement de ses fonds. L'agent du compte séquestre a gelé le compte. 2 autres investisseurs se sont manifestés, affirmant avoir reçu des versions différentes de la brochure. Claire a quitté l'appartement d'Adrian 12 jours après le mariage, pas définitivement, au départ. Elle disait à tout le monde qu'elle avait besoin d'espace. Ma mère appelait ça du stress. Adrian appelait ça de l'ingérence. Mon père appelait ça une situation juridique compliquée, parce qu'il n'arrivait toujours pas à prononcer le mot « fraude » à voix haute. Claire m'a appelé un jeudi soir. J'étais au supermarché, debout devant le rayon des tomates en conserve, quand son nom est apparu sur mon écran. J'ai failli ne pas décrocher. Mais je l'ai fait. Pendant les premières secondes, je n'ai entendu que sa respiration. Puis elle a dit, tu savais, avant le mariage? J'avais des doutes. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus fort? J'ai fermé les yeux. Il y a des questions qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des tentatives de déplacer une douleur d'un corps vers un autre. J'ai essayé, ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer, doucement. Pas comme quelqu'un qui joue un rôle, comme quelqu'un dont la vie venait soudainement de devenir étrangère. Je pensais que tu étais jalouse, a-t-elle chuchoté. Je sais. Maman disait que tu étais seule. Je sais. Elle disait que ça te dérangeait de me voir heureuse. J'ai baissé les yeux vers le panier dans ma main. Des tomates, du pain, du liquide vaisselle, un petit sachet de poire. Je voulais juste que tu sois en sécurité, ai-je dit. Claire a pleuré encore plus fort. Je ne l'ai pas réconfortée comme je l'aurais fait des années auparavant. Ça nous a surprises toutes les deux, je crois. L'ancienne Elena aurait abandonné son chariot, aurait traversé toute la ville en voiture, aurait préparé du thé, trouvé des mouchoirs, anticipé les 5 prochaines étapes, sans rien demander en retour. Cette fois, je suis resté où j'étais. Je peux t'envoyer le nom de 3 avocats, ai-je dit. Tu as besoin des tiens. Pas ceux de papa, ni ceux d'Adrian. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, tu me punis? Non, ai-je répondu. Je ne te sauve pas du ressenti de ce qui s'est passé. C'était la phrase la plus honnête que j'ai jamais adressée à ma sœur. À la fin du mois, Bellstone faisait l'objet d'une enquête officielle des régulateurs. Le projet de Milwaukee s'est effondré. L'associé d'Adrian a démissionné en premier, en accusant bruyamment Adrian d'un manque de contrôle interne. Adrian a rejeté la faute sur ses avocats. Les avocats se sont retirés de sa représentation. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les gens qui construisent tout sur l'image s'entourent de personnes qui s'enfuient dès que l'image cesse de rapporter. Mon père a récupéré l'essentiel de son virement, mais pas la totalité. Il ne s'est jamais plaint de cette perte devant moi. Ma mère a essayé d'organiser un dîner de famille pour repartir sur de bonnes bases. J'ai refusé. Elle m'a traité de dramatique. Puis, après un silence, elle a ajouté, ton père a le cœur brisé. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Moi aussi, j'avais le cœur brisé, ai-je dit. Et vous m'avez quand même fait asseoir à côté de l'assistante du photographe. Elle a inspiré brusquement. Cette histoire de placement a été complètement exagérée. Non, ai-je dit. C'était exactement à la bonne taille. C'est pour ça que j'ai enfin compris. Après ça, j'ai réduit le contact pendant un moment. Pas comme une punition, comme une limite. Il y a une différence entre fermer une porte pour toujours, et y poser enfin un verrou. Claire a fait annuler le mariage 6 mois plus tard. Les motifs juridiques étaient compliqués, mais la vérité émotionnelle, elle, était simple, elle avait épousé une version d'Adrian qui ne pouvait pas survivre à la paperasse. Elle et moi ne nous sommes pas rapprochés du jour au lendemain. La vraie vie n'est jamais aussi nette. Mais un après-midi, presque un an après le mariage, elle est venue chez moi avec un petit sac en papier d'une boulangerie près de mon bureau. Elle avait l'air plus mince, plus fatiguée, mais aussi plus vraie. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine. Elle a sorti quelque chose de son sac à main et me l'a fait glisser. C'était le carton original du mariage. Celui où mon nom avait été rayé,
remplacée par « assistante de prestataire ». Je l'ai fixé. Je l'ai retrouvée dans la boîte d'organisation de maman, a-t-elle dit. Je crois qu'elle gardait les exemplaires en trop. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti le mien, plié, celui que j'avais gardé dans ma pochette. Claire a regardé les 2 cartons et a posé sa main sur sa bouche. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je l'ai cru. Mais je savais aussi que la croyance ne m'obligeait pas à lui rendre mon ancien rôle. Merci, ai-je dit. C'est tout. Mon père a changé, lui aussi, mais lentement. Il a commencé à m'envoyer ses contrats avant de les signer. Au début, les emails étaient raides, formels. Puis ils sont devenus plus courts. Puis, un jour, il a appelé et m'a dit « Je ne comprends pas l'article 9. Tu peux m'expliquer ?» Sans fierté, sans mise en scène. Juste une question. Je l'ai aidé. Pas parce qu'il méritait un accès illimité à moi, mais parce que je pouvais désormais aider sans disparaître à l'intérieur de cette aide. Ça m'a pris des années à apprendre ça. Ma mère, elle, est restée la plus difficile. Elle aimait ses filles, mais elle aimait les apparences avec une dévotion presque religieuse. Elle s'est excusée pour « les sentiments blessés » autour du mariage, ce qui, en réalité, n'étaient pas vraiment des excuses. Je ne me suis pas disputé avec elle à ce sujet. J'ai simplement arrêté de faire semblant que des mots vagues pouvaient réparer un mal précis. Le carton est resté dans le tiroir de mon bureau pendant longtemps. Puis, un samedi matin, j'ai pris les 2 exemplaires, le mien, et celui que Claire avait rapporté, et je les ai glissés dans une simple enveloppe blanche. Je ne les ai pas jetés par colère. Je ne les ai pas brûlés. Je les ai simplement scellés, et j'ai écrit un seul mot sur l'enveloppe, assez, maintenant. Quand les gens me demandent si démasquer Adrian m'a procuré de la satisfaction, je ne sais jamais vraiment quoi répondre, parce que je ne l'ai pas démasqué pour gagner. Je ne suis pas entré dans cette salle de réunion entraînant des années de blessures familiales, à la recherche d'une scène. J'y suis entré préparé, parce que la préparation, c'était mon métier. La vérité a fait le reste. C'est ce que ma famille n'a jamais compris à mon sujet. Mon calme n'était pas de la faiblesse. Mes questions n'étaient pas de la jalousie. Ma prudence n'était pas de l'amertume. Mon silence n'était pas un accord tacite. Je n'essayais de ruiner la vie de personne. J'avais simplement arrêté de protéger des mensonges du poids de leurs propres traces écrites. Aujourd'hui, ma vie est plus calme. J'habite toujours le même appartement. Je me fais toujours du thé le soir. Je lis toujours les contrats ligne par ligne, et je remarque toujours quand les chiffres ne correspondent pas. Mais je ne réduis plus ma confiance pour mettre à l'aise des gens négligents. Parfois, mon père passe le dimanche. Il apporte du café, et demande la permission avant de donner des conseils. Claire m'envoie des photos de son nouvel appartement, et me demande parfois de relire des documents avant de les signer. Elle apprend à demander sans que ça devienne mon obligation de la sauver. Ma mère dit encore, tu sais comment est Elena. Mais maintenant, je réponds, oui. Je sais. Et je le dis sans m'excuser, parce que je sais exactement qui je suis. Je suis la femme qui s'est assise à la table du fond, et qui n'a rien dit. Je suis la femme qui a gardé le carton. Je suis la femme qui a lu les documents. Et quand la salle a enfin posé la bonne question, j'étais prête, avec la vérité.